je présentais le sujet qui parle de la vulnérabilité et peut-être lire l'introduction. La sensibilité possède un sens large car elle renvoie à la fois à la sensation et au sentiment. Elle est donc aussi bien affectivité. Ainsi, ce dont je jouis n'est pas un objet, c'est-à-dire une matière identifiée par une forme, mais un élément, pure qualité, sensible, sans substance. On verra éventuellement ce que ça veut dire. Je poursuis. Mais jouir de l'élément, c'est en même temps jouir de soi. C'est là où l'auteur veut en venir, en sorte que sentir le monde signifie en même temps se sentir, s'éprouver soi-même. Dans Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, qui est le titre d'un livre de Lévinas, Lévinas ajoute à la modalité de la sensibilité la vulnérabilité, comme exposition à la blessure et à l'outrage. Ainsi comprise, la sensibilité ne décrit plus seulement le mouvement de l'égoïsme, mais aussi le fait que le sujet est originairement exposé. La sensibilité devient ainsi le lieu d'une affection par la transcendance. Alors, la transcendance, c'est ce qui nous dépasse, et là, c'est la mise en cause de soi par l'altérité de l'autre. Donc, dont la particularité est cette fois de ne pouvoir se transmuer en auto-affection. Donc la sensibilité ne se transmue pas en auto-affection. Alors la jouissance conditionne en ce sens la vulnérabilité et conduit Lévinas à réinterpréter la vulnérabilité à partir de la proximité du contact et à voir en elle la source de la signification éthique. En effet, contact et proximité sont pensés à partir du toucher, de la tendresse non érotique, et celle-ci à partir de l'approche du prochain ou encore de la peau humaine. Donc ça, c'est l'extrait de texte que j'ai mis et à partir duquel je pose la question. Je retrouve la question. Voilà, la vulnérabilité comme source de la construction d'une nouvelle éthique. Alors pour notre échange, ce que je propose, c'est que on questionne d'abord ou le texte ou la vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire, et à la suite de quoi on essaie de voir si ce concept de vulnérabilité peut être la source d'une nouvelle éthique. Donc, moi, j'ai terminé mon introduction. À vous la parole. Donc, soit à partir du texte, soit est-ce qu'on comprend le texte, est-ce qu'on comprend la vulnérabilité, et puis on avance comme ça. Britt veut bien intervenir. Oui, Britt, allez-y. Tu peux. Vas-y. Oui, pour moi, la vulnérabilité est la meilleure preuve aujourd'hui en temps de sortie du confinement et de l'attaque d'un Covid-19, n'est-ce pas? Donc, nous sommes tous vulnérables et nous nous sommes aperçus d'une façon sidérante de cette vulnérabilité. Et je pense que ce n'est pas toujours le cas. Hein. Il faut apparemment des situations complètement sidérantes, complètement inédites, pour nous en rendre compte à quel point nous sommes fragiles, nous sommes attaquables et la disparition n'est pas si loin. Et il y a eu beaucoup de morts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, cette vulnérabilité?
Ça nous rappelle que nous sommes des êtres humains. Déjà en tant que bébé, nous sommes fragiles, hein, nous sommes vulnérables, nous sommes complètement exposés et dépendants de notre environnement, de nos parents, de la mère en priorité. Et donc, c'est une condition ontologique qui perdure, hein, qui perdure. Autrement dit, on peut dire que ontologiquement, nous sommes en lien, nous sommes dépendants et à cause de ça, nous sommes exposés à être liés les uns aux autres. Et de là que peut découler une éthique, bien sûr. L'éthique par exemple, de l'entraide, l'éthique de la solidarité, l'éthique l'entraide, la solidarité, du lien avec l'autre, l'empathie. L'empathie est très importante. C'est très bien, c'est-à-dire pour vous, la vulnérabilité est une évidence et elle ne pose pas question, quoi. Ah non, elle ne pose pas question. Très bien. Merci, c'est gentil. Oui, Nadège. Est-ce qu'on pourrait imaginer, commencer par définir qu'est-ce qu'on entend par la vulnérabilité? Je crois qu'il y a quand même une différence entre la vulnérabilité et la fragilité, par exemple. Et on trouverait certainement d'autres termes qui sont synonymes sans recouvrir la vulnérabilité à laquelle pensent soit Lévinas, soit Corinne Pelluchon. Merci, Nadège. Niki? J'ai un petit peu dans l'idée aussi de mieux inscrire le mot vulnérabilité. Comme dit Nadège, peut-être mieux le définir. Et est-ce que c'est en qualité d'être humain, c'est-à-dire en tant qu'individu, nous sommes vulnérables, nous sommes dans notre monde à nous, et puis dès qu'on a une attaque extérieure, on peut être perturbé. Est-ce que c'est être vulnérable ou fragile? Et puis, et donc, dans quel état pouvons-nous évoluer si on est vulnérable, en fait? Voilà, c'est tout. Merci. Alors, Christian Belbèze. Oui, en fait, moi je vais vous parler en tant qu'ingénieur. Donc quand on a un appareil électronique, en fait il va y avoir deux niveaux. Il y a un niveau de sensibilité qui correspondrait ici à la capacité, à notre capacité à ressentir en fait. Hein. Donc on parle aussi de sensibilité en électronique, c'est-à-dire le niveau minimal à partir duquel on va avoir une modification du signal en sortie de l'appareil. Et puis, un niveau maximal qui va détruire l'appareil. En gros, si vous prenez un téléphone portable et que vous envoyez 2000 volts pour le recharger, il va prendre feu, quoi. Donc, et là, on serait sur le niveau de vulnérabilité, quoi. Et il y a forcément un lien, bien sûr, les appareils qui mesurent des picoampères, ne sont pas là pour encaisser, ne sont pas aptes à encaisser des millions d'ampères et vice-versa. Mais en même temps, on va pouvoir placer sur ces appareils des systèmes de protection, plus ou moins actifs, qui vont pouvoir faire que des appareils à très grande sensibilité vont avoir des niveaux de vulnérabilité ou des niveaux auxquels ils vont être des niveaux de protection très élevés. Et donc, s'il y a un lien, je sais bien qu'on ne parle pas d'électronique, je ne suis pas fou, mais là, c'est tellement des termes qui ressemblent un peu à ce qu'on trouve dans l'électronique que je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien, quoi, voilà. Et donc, un niveau de destruction et un niveau de sensibilité. Donc, le niveau de sensibilité, c'est le niveau à partir duquel la sortie est modifiée. Et le niveau on est en dessous du bruit de l'appareil, par exemple. Voilà. Et le niveau de vulnérabilité, c'est la qualité de l'appareil
qu'est-ce qu'il peut encaisser. Et il y a un lien, mais il y a aussi de plus en plus des systèmes de protection sur les appareils qui fait que si on se trompe, on les branche à l'envers, on les met en 220 au lieu de les mettre en 110, et bien ça tient le coup. Voilà. Et donc ce lien qui est, alors bon, on revient en philosophie juste un peu, donc ce lien-là, en fait, il est complexe, quoi. Il est complexe, mais en philosophie c'est pareil, c'est-à-dire qu'on peut c'est pas mon cas, moi je suis très sensible et très fragile, mais je pense qu'on peut, il n'y a pas une mécanique directe entre les deux. Voilà. La sensibilité n'est pas un gage de vulnérabilité, et la vulnérabilité n'est pas un gage de sensibilité. Voilà. D'accord. Et bien sûr qu'il y a un lien, mais c'est tellement complexe que c'est... Voilà. Donc, il y a des distinctions entre fragile, vulnérable et sensible. Oui, voilà. Je t'invite à ne pas répondre tout de suite, mais c'était juste pour reformuler très rapidement et permettre à la pensée de se ressaisir de tout ce qui se dit. Oui. Alors, Christian, l'autre Christian. Ok, merci. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que la vulnérabilité, en fait, c'est vrai qu'on est dans une période où ce terme, on le voit, on l'emploie très souvent, et on l'a souvent entendu, en fait, pour désigner les personnes sensibles, les plus exposées, en fait, au virus, qui sont plus sensibles aux effets du virus, quoi, en fait. Sont des personnes à risque, des personnes fragiles au niveau santé. Maintenant, il y a plusieurs façons de voir la vulnérabilité. Il y a plusieurs types de vulnérabilité. Il y a les vulnérabilités économiques aussi. Une entreprise peut être vulnérable aussi du fait que pendant 2 mois et demi, elle n'a pas travaillé, perdu du chiffre d'affaires, elle devient fragile, elle devient susceptible de disparaître tout simplement. Il y a la vulnérabilité aussi des conditions de vie, c'est-à-dire que les gens qui vivent, qui sont confinés dans des HLM ou dans des petits appartements, c'est sûr qu'ils sont plus vulnérables que ceux qui sont confinés dans un pavillon avec une piscine et un terrain où ils peuvent s'épanouir, etc. Et puis, dans les conditions de travail aussi, on est tous vulnérables en fait. Le mécanicien par exemple, qui fait une erreur sur une voiture, la voiture se plante, il risque d'être viré donc par son patron, etc., etc. En fait, quelles que soient, on l'a vu, les conditions, nos conditions religieuses, de couleur, de culture, on est tous vulnérables à quelque chose. Et entre autres, le virus a épargné personne, qu'on soit riche ou pauvre, ça touche vraiment tout le monde. Et puis, il y a 2 types, j'ai dit 3 types, mais après, il y a la vulnérabilité individuelle qu'on a vue, et puis la vulnérabilité collective. Individuelle, oui, j'ai donné quelques exemples, et collective, j'ai donné d'autres exemples aussi. Une entreprise, par exemple, effectivement, peut être vulnérable également. On a vu, juste, je reviendrai tout à l'heure, oui, pour la suite. Oui, parce que si on décline toutes les vulnérabilités, j'ai l'impression qu'on va pas en finir. Mais je crois que la question qui peut se poser, c'est à partir du moment où un auteur propose la vulnérabilité comme source d'une nouvelle éthique, est-ce que, je veux dire, comment il va justifier ça et comment ça va s'exprimer? Comment un responsable ou un chef d'entreprise ou même nous-mêmes devons prendre en compte
ce concept dans notre vie, en quoi ça change quelque chose par rapport à l'éthique, en quoi c'est possible. Ok. Oui, bien sûr, on a tous. Non, ne réponds pas, Christian. Comme ça, on fait tourner la parole. Et puis, Ok. il faut demander la parole à nouveau. Alors, je passe la parole à Nadège, qui est sur la liste. Voilà, je me suis inscrite après ce que René a dit tout à l'heure. Faut-il donc en faisant allusion au débat avec Bruno, et tout à l'heure tu as dit, mais faut-il se préoccuper de tous ceux qui sont vulnérables? Et au fait, c'est la condition humaine, nous sommes tous vulnérables. Christian a commencé un petit peu à faire la liste des vulnérabilités, mais si on part de l'humain, et je crois que c'est Britt qui a commencé par évoquer le bébé, c'est vraiment quelque chose que nous partageons tous, pas au même degré peut-être, mais si on ne part de la distinction déjà entre la vulnérabilité et la fragilité, peut-être ça nous permettra d'aller un petit peu plus loin. La fragilité, nous pouvons être fragiles à un moment donné, ça peut être un état, tandis et la fragilité est quelque part interne, il n'y a pas une menace spécifique de l'extérieur, alors que la vulnérabilité, et Christian l'a dit tout à l'heure, nous sommes tous vulnérables à quelque chose. La vulnérabilité est inimaginable sans l'altérité, c'est-à-dire sans l'autre. On est vulnérable à quelque chose et il y a toujours, éventuellement, un agent externe, quelque chose qui vient de l'extérieur. Et si on revient au texte et si on revient à la question du départ, la question, il me semble, c'est vraiment, pour moi, alors, nous sommes tous vulnérables. Est-ce qu'on peut se passer de l'autre? Et si j'ai compris ce que Lévinas, puis Pelluchon et d'autres disaient, c'est finalement cette vulnérabilité vis-à-vis de l'autre crée un lien. Il y a une dépendance, puisque, bon, il y a toute la philosophie là-dessus, mais il y a une dépendance, on lie en lien ou pas, mais de toute manière, c'est l'autre qui nous rend vulnérables et nous le rendons vulnérable à son tour, si on part dans la philosophie. Voilà, c'était juste pour préciser. Merci, Nadège. Niki? Oui, donc effectivement, je pense que nous sommes tous vulnérables, c'est un fait. Je fais une distinction entre la fragilité et la sensibilité tout de même, puisque pour moi, la sensibilité, comme un appareil électrique, c'est quelqu'un qui est très émotif, enfin, pas forcément dans l'émotion, mais quelqu'un qui ressent des choses de l'extérieur et qui va même être très vite imprégné de ce qui se passe autour de lui. La fragilité, pour moi, c'est un petit peu un moment qui serait un moment de perdition, comme par exemple quelqu'un qui tombe dans une dépression qui est propre à lui-même. Donc, c'est plus la sensibilité. Pour être fragile, c'est des moments dans la vie qu'on a où tout s'écroule. C'est un peu l'idée. Et dans le fait d'être vulnérable, et par rapport aux entreprises, par rapport au monde, je me disais aussi que est-ce que ce serait pas un gain aussi, est-ce que c'est pas positif d'être vulnérable par rapport aux autres justement, avec lesquels on peut se rejoindre pour nous faire grandir,
et de ce fait s'adapter. Je pense que l'adaptation est un remède à la vulnérabilité. On arrive à développer des forces parce qu'on est vulnérable. Et de là peuvent se découler des choses très positives. Voilà, c'est tout. Merci, Niki. Christian, tu peux reprendre la parole. Excusez-moi, voilà. Oui, c'était pour répondre à la question de René. Effectivement, on a tous une responsabilité, une grande responsabilité, une obligation de protéger les plus vulnérables, comme les enfants, bien sûr, on l'a dit tout à l'heure, les handicapés et les personnes qui sont plus vulnérables que nous, parce que on a forcément des gens qui sont plus vulnérables. Donc c'est une obligation d'être à l'écoute des autres et de pouvoir justement les aider et les protéger. Voilà, le mot c'est protéger les plus vulnérables. Comme les parents protègent leurs enfants, comme on doit protéger les handicapés, on doit aider un aveugle à traverser la route, etc., etc. Comme tu as parlé d'un chef d'entreprise, effectivement, il doit tenir compte des vulnérabilités de ses employés, parce que personne n'est parfait, donc il faut savoir jouer avec les qualités et les défauts de chacun et pas les enfoncer plus que... Ouais, par exemple, des exemples, des gens qui sont vulnérables, comme les soignants, les éboueurs, les caissières. Bon, jusqu'à présent, on peut dire que ces gens-là, c'était des invisibles. On n'y faisait pas attention, en fait. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, heureusement que ces gens-là étaient là. Pourtant, c'est des personnes vulnérables, plus que d'autres. Et travailler derrière un camion pour ramasser les poubelles, c'est pas des métiers simples. Et ces gens-là, aujourd'hui, il faut les respecter plus qu'ils ne l'étaient. Et les soignants, les respecter bien sûr. Mais on sait que le respect, c'est-à-dire la reconnaissance, c'est donner une certaine reconnaissance. Malheureusement, aujourd'hui, la principale reconnaissance, elle est financière. Donc, pour les soignants, il faudra faire les efforts qu'il faut pour les reconnaître. Okay. Voilà. Okay, merci. Donc, il faudra effectivement mettre en place une nouvelle éthique. Alors, une éthique, c'est-à-dire prendre soin des plus vulnérables. Merci. Merci, Christian. Je donne la parole à Laurence. Bonsoir. Alors voilà, en fait, du coup, en regardant une petite définition rapide sur le Larousse, j'ai vu qu'effectivement, vulnérable voulait dire exposé à recevoir des blessures, entre autres. Alors que la faiblesse ou la fragilité, enfin être fragile, c'est se briser facilement, être endommagé facilement. Donc finalement, en fait, une personne est extrêmement forte, elle peut avoir un point de vulnérabilité, c'est-à-dire un point où elle n'est pas protégée. C'est pour ça que souvent, vulnérabilité va avec protection. Pour avancer dans la question sur finalement comment la vulnérabilité re-questionne notre éthique, eh bien, je me pose la question, est-ce que finalement la vulnérabilité n'est pas une condition de l'humanité, de notre humanité, et en cela, c'est ce qui fait qu'elle re-questionne notre éthique. C'est-à-dire que par exemple, si je suis inatteignable ou intouchable,
donc pas vulnérable, c'est-à-dire pas exposé à recevoir quelque chose. Si on ne peut pas me toucher ou si on ne peut pas m'atteindre, si je ne peux recevoir de l'extérieur aucune blessure, est-ce que je reste humain? Qui peut se vanter ou en tout cas avoir cette caractéristique-là d'être inatteignable? Alors là encore, le vocabulaire peut être intéressant. Les intouchables sont-ils invulnérables? Niki? Non, c'est juste pour faire une petite parenthèse, ou plutôt une incursion dans ce que tu as dit, Laurence. Les intouchables me font penser au caste chez les Indiens. Donc là, effectivement, ils sont déjà vulnérables, les pauvres, au départ, mais en plus, ils sont intouchables. Donc, il y a une espèce de loi du sort qui fait que ces gens obéissent et acceptent leur sort, en fait, du fait qu'ils sont dans une caste d'intouchables, mais ils sont tout en bas de l'échelle, bien sûr. Et là, on est dans un domaine qui n'est plus du tout... qui est de l'ordre d'un petit peu de la religion et de la croyance. Et ça fait partie aussi de notre vulnérabilité, à mon avis. C'est tout. Christian Belbez. Oui, moi, ce qui me dérange un peu là sur tout ce qui est dit, en fait, c'est on parle de population vulnérable et par rapport à des métiers, par rapport à des castes, là, pour terminer. Mais en fait, je pense que c'est une caractéristique extrêmement individuelle. C'est-à-dire qu'il y a et la sensibilité aussi, et qu'elle n'est pas forcément liée. Il y a des gens qui sont extrêmement sensibles, mais qui sauront mettre des mécanismes de protection, et d'autres personnes qui, en fait, apparaissent absentes au monde, donc qui ne reçoivent rien, en fait, que rien ne touche, et par contre, dès que quelque chose va les toucher à un certain niveau, vont s'effondrer, seront vulnérables. Donc, je pense que moi, ce qui me dérange, c'est ce lien qui est fait entre sensibilité et vulnérabilité, qui n'a rien d'évident et qui en plus est individuel. Merci. Peut-être je peux intervenir pour dire, moi, ce qui m'a touché, c'est-à-dire ce que je n'avais pas réalisé dans ce concept de vulnérabilité, c'était un peu dit, c'est-à-dire que chacun dans la société peut se trouver vulnérable, même si à un moment donné, il est en position de force, mais il n'y a pas d'invulnérabilité totale. Et l'autre chose sur un plan philosophique, c'était de faire intervenir non pas la raison, mais les affects, les sentiments, la sensibilité. C'est-à-dire, c'est de faire intervenir comme entrée perceptuelle l'affect. Parce que c'est par l'affect que nous sommes exposés. Et donc, je trouvais ça assez fort d'un point de vue philosophique, parce que c'est une manière de faire rentrer le sensible et non plus de faire opérer la raison. Et je trouve assez fort au niveau philosophique de rendre intelligible le sensible. Et donc, donc l'affect est, on va dire, l'organe perceptuel par lequel, finalement, Lévinas pose l'existence de l'être humain. C'est-à-dire, fondamentalement, nous sommes des êtres vulnérables parce que nous existons par un affect, par un sensible, et cet affect, ce sensible, est directement dans un rapport au contact de l'autre. Et là, pour le coup, c'est aussi Nadège qui l'a soulevé, c'est-à-dire que c'est un concept qui demande que nous prenions en compte le fait d'une existence qui est, avant tout, se situe dans des relations. Et ça change
on va dire, du rapport au fragile, où le fragile, c'est un rapport à soi-même, tandis que le vulnérable, c'est dans des rapports aux autres. Voilà, moi, je trouvais ça assez costaud d'un point de vue philosophique, quoi. Merci René. Britt, Oui, pour rebondir à ce que vient d'être dit avant René, c'était qui? Christian, non? Oui, Christian. Alors, il fait une coupure entre être vulnérable Sensible. et la sensibilité. Pour moi, la vulnérabilité donne naissance à la sensibilité et à l'affect et à l'empathie. Donc, le lien avec les autres, c'est justement à cause de cette vulnérabilité que nous pouvons nous mettre à la place de quelqu'un qui est aussi vulnérable que nous, êtres humains. Et donc, si nous sommes affectés, ça par contre, cette façon d'être en empathie et donc en lien avec les autres, ça nous met en action. Ça, c'est Spinoza aussi qui le dit. C'est la puissance de l'affect qui nous met en mouvement, en action, par exemple, pour aider, venir au secours de l'autre. Bon, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais je trouve que cette crise que nous venons de vivre et que nous sommes encore dedans, en fait, l'a bien montré. Hein. Il y a beaucoup de solidarités qui se sont déclarées. Il y a eu beaucoup de liens qui se sont établis. Donc, est-ce qu'il nous faut des crises de ce genre pour nous mettre en action? Peut-être. Hein. En tout cas, je trouve que c'est assez éclairant sur notre condition et de nous sentir vulnérables peut aussi nous donner le sens de la vulnérabilité des autres. Merci. Je voulais dire autre chose. Oui, par rapport aux intouchables, il ne faut pas oublier que les intouchables, c'est un système politique qui les a rendus la caste des intouchables. Et en fait, c'est que, comme autrefois, les esclaves dans la société grecque, ou les barbares, c'est-à-dire les étrangers, ou ceux qui ont été rendus prisonniers ou vaincus, ils étaient utiles à la société pour faire le travail. Par exemple, les intouchables dans la société indienne ont été condamnés à s'occuper des déchets et donc des sales boulots. Et c'est pour ça qu'ils sont intouchables. Mais tout ça, c'est un système politique, hein, un système de classement et raciste, hein, en fait, en Inde. Merci, merci. Britt a dit ce que j'avais envie de dire, c'est-à-dire que notre sensibilité nous fait découvrir ou nous révèle notre propre vulnérabilité quand on reconnaît la vulnérabilité de l'autre. C'est-à-dire en reconnaissant la vulnérabilité de l'autre, on se découvre, on reconnaît notre propre vulnérabilité. Et est-ce que c'est notre sensibilité? Est-ce que ce sont les affects, les émotions? J'en sais rien. Mais en tout cas, il s'agirait, quand on parle de la vulnérabilité, il s'agirait de quelque chose de consubstantiel à l'humanité. Donc tout le monde l'a, tout le monde ne le révèle peut-être pas de la même manière, mais pour moi c'est assez clair. C'est quand on voit l'autre souffrir, on peut avoir l'empathie avec lui, mais on ne
découvre quelque part notre propre vulnérabilité. On découvre l'humain et on découvre que on pourrait peut-être, Britta dit, on se met à sa place. On pourrait être peut-être dans la même situation. Mais je crois que c'est ce rapport, oui, c'est l'humanité qui fait que nous sommes touchés par la vulnérabilité de l'autre et qu'on réalise la nôtre, notre propre vulnérabilité. Merci Nadège. René. Donc, moi, je me pose des questions parce que est-ce que ça veut dire que si on comprend ce terme vulnérabilité comme la prise en considération des plus fragiles, est-ce que ça veut dire que tous les critères de gestion qui prennent comme référence la quantité, le nombre, sont invalides? Hein, voilà, que ça soit, je sais pas, dans une classe d'école ou dans une usine, quoi, tout simplement, pour un employeur. C'est-à-dire, si un employé devient moins performant, faut-il aménager sa place ou faut-il le remplacer? Enfin, voilà, est-ce que ça invalide, je dirais, tous les principes de notre économie aujourd'hui et puis le critère de rentabilité, bien sûr, voilà, tout ça. C'est-à-dire c'est un renversement complet de valeur, quoi, en fait, puisqu'il s'agit de prendre en compte ce qui est voilà, le plus vulnérable. Il fait l'avocat du diable, là, pour le coup. André parmi nous. Oui, pour un peu suivre ce que tu dis, René, j'ai pensé aussi tout à l'heure l'adaptation, en fait. Je sais que, étant moitié allemande, je vais régulièrement voir ma mère et je sais aussi comment ma prof d'allemand, en fait, qui est aussi, elle s'intéresse énormément à la culture et les différences des sociétés franco-allemandes. Et dans les entreprises, notamment, il y a beaucoup d'entreprises qui s'engagent tout de même à s'adapter pour que justement certains employés choisissent eux-mêmes leurs horaires en fonction, par exemple, d'une femme qui, par exemple, est enceinte. Elle va pouvoir dire, voilà, je vais prendre tel et tel jour et puis après, ce jour-là, puis il y a une espèce de tableau de bord qui est renouvelé presque quotidiennement ou de manière hebdomadaire, qui permet aux employés eux-mêmes de s'adapter et du coup, ils sont moins vulnérables puisqu'ils ne sont pas obligés. Et c'est ce système que je préconiserais malheureusement, qui est très loin de l'esclavage, mais qui serait un peu un idéal. Voilà. Merci Niki. Christian, Mra Silevici. Oui, excusez-moi. Oui, pour revenir à ce que disait René, malheureusement, dans les entreprises, comme tu dis, est-ce qu'on réaménage ou est-ce qu'on le licencie? Malheureusement, la majorité des cas, c'est on licencie parce que c'est le fric qui compte le plus. Une entreprise doit être rentable, sinon elle n'existe plus, hein, de toute façon. Donc maintenant, il existe aussi, les entreprises ont des obligations d'embaucher des handicapés. Je crois que c'est de l'ordre, je crois que c'est 5%, mais j'en suis pas sûr, peut-être que quelqu'un pourra me contredire. Mais ils ont l'obligation d'embaucher des handicapés. S'ils n'embauchent pas d'handicapés, ils payent des amendes. Et ben, malheureusement, dans la plupart des cas, les entreprises préfèrent payer des amendes que d'embaucher des handicapés. Maintenant, pour ce que disait Niki, effectivement,
aujourd'hui, on parle de développement durable. Et dans le développement durable, il y a l'aspect sociétal. Hein. Il y a économie, sociétale, et puis le troisième, le fric, hein, le climat. En fait, il y a ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale d'entreprise, où on doit justement tenir compte des employés qui sont en difficulté, effectivement des employés qui habitent loin, comme tu as parlé d'exemples de femmes enceintes, etc., etc. Bon, tout ça, c'est des choses que certaines entreprises mettent en place pour justement, disons, essayer d'aider les plus vulnérables. Mais oui, il faut le faire. Oui, il faut le faire. Merci, pardon. J'aurais envie d'intervenir sur quelque chose suite à ce qui a été dit. En fait, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre la rentabilité et l'humanité, en fait. Je pense qu'il existe quand même plusieurs entreprises aujourd'hui, je ne sais pas très bien en France, mais je sais qu'entre beaucoup de pays, où dans chaque entreprise, il y a, dans les relations humaines, il y a des psychologues qui peuvent soutenir des personnes en fragilité périodique ou temporaire et qui permet de passer une période difficile. Je pense que ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a quand même du soutien et la possibilité aussi d'avoir des jours de repos, des jours de congé maladie. Enfin, je veux dire, la fragilité n'est pas complètement bannie des entreprises et elle est, je pense, de plus en plus comprise et intégrée dans le monde du travail. Évidemment, on doit trouver un équilibre entre la rentabilité d'un poste et l'humanité. Voilà, je voulais dire. Moi, pour le coup, je n'ai pas écrit mon nom, mais je vois qu'on reste assez attentif et silencieux. J'ai l'impression que cette proposition de vulnérabilité, c'est un renversement de nos valeurs. Si on resituait dans les discussions qu'on avait eues avec Dalla Porta, c'est-à-dire la sélection ou le tri des patients qui arrivent, donc si à chaque fois on considère la vulnérabilité de chacun, ça demande à chaque fois de considérer une sorte d'écologie systémique humaine où chacun prend en compte celui qui est à côté de lui. Donc, moi je trouve la proposition hyper intéressante, mais pour l'instant, j'ai du mal à voir comment la démocratie ou la République prend en compte on va dire, ce nouveau concept ou ce nouveau registre de sensibilité. Et qu'est-ce que ça suppose que de le prendre en compte, en fait? Laurence? Oui, alors je n'avais pas très bien compris en fait le lien entre la vulnérabilité et le monde de l'entreprise, premièrement. Et deuxièmement aussi, sans être trop collante par rapport à la définition de la vulnérabilité, donc, qui est le fait d'être exposé à un danger ou à une blessure ou à une attaque extérieure. Moi, je me posais la question, en fait, est-ce qu'on n'aurait pas oublié de définir la vulnérabilité par rapport à quoi? Parce que, par exemple, moi, je peux être absolument pas du tout vulnérable par rapport à des discriminations.
parce que je suis pas noire, parce que je suis pas homosexuelle, parce que voilà, je suis normale dans tout ce qui est horrible à dire ce mot-là. Mais voilà, pour dire ça grossièrement, par contre, je peux être très vulnérable d'un autre point de vue. Par exemple, si j'ai un ego surdimensionné, le fait qu'on me dise que je ne suis pas belle, ça va me rendre folle. Ou, je ne sais pas, je suis vulnérable financièrement parce que j'ai un petit salaire. Voilà, on a tous des points de force et de faiblesse. Et je dirais qu'être exposé, en fait, à une attaque extérieure, bah, donc être vulnérable, ça suppose de définir aussi, ou au moins de penser à quoi, par rapport à quoi finalement on se bat, par rapport à quoi on souhaite être protégé, enfin de quoi on souhaite se protéger. Peut-être je vais mettre mon nom pour quand même que je me plie. Ah ben voilà. Alors, vite, vas-y. Vas-y, je laisse comme ça. Voilà, je veux rebondir à ce que vient d'être dit par René sur le renversement des valeurs en démocratie. Et effectivement, c'est bien vu. Ça devrait être un renversement des valeurs si on tient compte de nos vulnérabilités dans des situations que nous venons de vivre. Et là, il s'agit de la vulnérabilité de tous. Hein. On était tous concernés et tous menacés. Alors, les soignants, évidemment, sont les premiers à récompenser pour leurs soins et pour le fait d'avoir été exposés de cette façon-là. On a beaucoup parlé pour le monde du monde d'après, hein, d'après ce confinement, d'après le Covid. Voilà, quelques leçons à tirer. Hein. Ce ne serait pas plus mal au lieu de continuer à persister dans un monde qui est complètement déterminé par les algorithmes, par les chiffres, par la rentabilité, la performance. Parce que l'hôpital, c'était ça. Hein. C'était ça pourquoi on était dans cette impréparation totale à accueillir une pandémie ou faire face à une pandémie. Parce que l'hôpital, c'était le court-termisme qui régnait, c'était la non-reconnaissance des soignants, des médecins, de la recherche surtout. Hein. Nous n'avons pas fait suffisamment de recherche sur les microbes, les particules, les virus qui nous menacent maintenant. Qui nous menace aussi, pourquoi ? À cause d'une écologie qui va à volo, à cause de cette on est trop proche. Le monde humain et le monde animal est trop exposés l'un à l'autre et donc il y a les virus futurs aussi qui vont nous exposer et ils vont nous rendre vulnérables. Donc, à cause de, comment on appelle ça, il y a trop de proximité, quoi. Il y a un terme pour ça, je l'ai oublié. Et donc, effectivement, ce serait pas mal si on allait dans un autre sens que la démocratie actuelle. Merci. Merci. René, toi. Non, je pense que c'est parce qu'il n'y avait personne. D'accord. Niki? Tu peux parler, René, si tu veux. Non, voilà. Ok. En fait, oui, je suis d'accord pour le renversement. Ça rejoint encore un truc qui va paraître un peu follow pour certains. Mais quelqu'un qui fait partie du groupe de Café Philo et qui n'est pas là ce soir, c'est je sais plus son nom, bref, peut-être Pierre ou bref, un ami de Chantal, si vous connaissez. Il avait dit, c'était début 2020, il est passionné d'astrologie, hein, attention.
Il a dit tout va se renverser. En gros, l'univers se renverse. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre aussi quelque chose d'un peu extraordinaire? Moi, je suis toujours dans le côté optimiste des choses. Et par rapport à Brit, je suis d'accord. Il est vrai que quand il s'agit, par exemple, d'un virus, la vulnérabilité, elle est quasiment exponentielle, puisque on se rend compte que cette chose invisible qui attaque l'être humain, et là, on n'est plus rien du tout, on est dans l'urgence, on fait la queue. Je veux dire, j'ai été aux urgences malheureusement pour un accident de vélo, mais j'ai vu l'organisation. On aurait pu se croire dans le film Soleil Vert, enfin, pour ceux qui connaissent. C'était vraiment des caddies. On était dans des caddies chacun, dans des lits à roulettes les uns derrière les autres, avec des sas de décompression. Enfin, c'est un truc complètement délirant. Et c'est là qu'on se dit, waouh, je suis sur notre planète. Mais j'aime bien l'idée de renversement. Peut-être que les choses vont changer si on comprend, si on accepte d'être vulnérable, surtout, si on l'accepte. Merci. Nadège? René s'est posé la question finalement sur la société et les sciences sociales. Imagine, il y en a beaucoup qui se penchent sur cette question et l'une des réponses, de propositions, ça serait une société où chaque personne, dans laquelle chaque personne serait le moins possible confrontée à des situations qui la rendraient plus vulnérable que la moyenne des individus qui composent cette société. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, l'idée, c'est non pas de se débarrasser de la vulnérabilité, puisque elle fait partie de l'homme ou de l'humanité, mais c'est de proposer une société où on empêche l'aggravation des vulnérabilités, c'est-à-dire que on a évoqué les différentes vulnérabilités. Ça peut être dans le domaine économique, ça peut être dans le domaine de la santé. Et en effet, de se dire il y a une moyenne de vulnérabilité, ou bien il y a une moyenne dans cette société, donc il faudrait que véritablement empêcher d'être confronté à des situations qui aggraveraient cette vulnérabilité. Et je trouvais ça très intéressant puisque il est clair qu'il y a d'une part l'autonomie, et si on pense à des malades, par exemple, d'Alzheimer, quelle serait l'autonomie qu'on peut accorder, comment on peut aider. Donc, dans cette optique, finalement, chacun est à la fois droit à une existence autonome, individuelle autonome, donc une autonomie, et qui est quand même cadrée par les contraintes, puisqu'on sait qu'on ne peut pas, chacun ne peut pas faire ce qu'il veut, ce qu'il désire. Je trouvais que la proposition là où tu te demandais, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose, je trouvais que c'était très intéressant. On peut prendre des exemples différents dans le domaine de la santé, dans le domaine des soins aux personnes âgées, dans l'éducation, etc. Voilà. Merci. Christian Belbès.
Oui, moi je voudrais revenir sur ce qu'a dit Laurence. C'était un petit moment, mais elle a dit des choses qui m'intéressaient beaucoup sur euh, l'individualisation en fait de ce qu'est euh, notre capacité à être blessé. Et quand on étudie le parcours, bon, vous le savez tous, mais quand on étudie le parcours des gens qui sont à la rue, à la base de généralement ces événements, il y a un événement qui est une rupture affective, amoureuse. Et donc, vous parlez tous de chiffres, Brit parlait de moyenne, comme Nadège aussi qui parlait de moyenne. En fait, bah, je pense que tant qu'on essaie de mesurer, on est dans l'incapacité. Parce que finalement, on ne mesure pas une rupture amoureuse, on ne mesure pas une rupture familiale, un deuil. C'est pas des choses qui se mesurent. Et je pense que tant qu'on est dans l'essai de mesurer et de catégoriser, puisque là aussi on parle beaucoup de catégories, on dit les soignants sont ceux qui étaient le plus exposés, etc., etc., on se trompe. Donc, parce qu'on se trompe parce que ça marche pas, quoi, tout simplement. Hein, voilà. Et donc, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je voulais vous laisser un message à tous. Donc, pour moi, le message de l'avenir, c'est il faut pendre le dernier ingénieur avec les tripes du dernier comptable pour se libérer. Voilà. Merci. Frédéric? Frédéric, non, tu n'as pas ton micro. Excusez-moi. Donc, je trouve ce texte difficile à comprendre. C'est un texte qui, pour moi, j'ai dû le relire plusieurs fois pour arriver à comprendre un petit peu. Et avant d'aller à la question que pose René sur ce texte, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai compris. Donc, premier paragraphe, les deux premiers paragraphes, c'est pour dire que la sensibilité, ce n'est finalement pas sentir des sensations, mais sentir ce que nous font ces sensations. Hein, c'est donc ce qu'il dit, c'est se sentir, s'éprouver soi-même. Très bien. Ensuite, il ajoute que la sensibilité, une dimension de la sensibilité, c'est la vulnérabilité, et que la vulnérabilité, ce n'est pas une simple sensation, c'est sentir une blessure et un outrage. Un peu plus bas, il nous explique qu'une blessure et un outrage imposent un tiers. Il faut donc qu'il y ait un tiers pour qu'on puisse être blessé ou se sentir outragé. Et à partir de là, c'est là que ça commence à devenir compliqué, c'est que finalement notre relation aux autres passerait par notre capacité à ressentir des outrages et des blessures. Alors, je relis le texte là en même temps. Hein. La jouissance conditionne en ce sens la vulnérabilité et conduit les binasses à réinterpréter la vulnérabilité à partir de la proximité du contact et à voir en elle la source de la signification éthique. Alors là, je sèche totalement. Hein, c'est-à-dire que, bon, j'ai pu comprendre ce qu'il voulait, sa définition de la vulnérabilité, cette exposition à la blessure, cette capacité de ressentir la blessure et l'outrage, et par conséquent, de définir notre relation avec les autres. Mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer la dernière phrase, à savoir que on verrait en la vulnérabilité, la source de la signification éthique. Cette phrase, je n'arrive pas bien à la comprendre. Si quelqu'un peut m'éclairer, ce sera bien vu. Je crois que Nadège l'a dit. On ne t'entend pas, René? Vous ne m'entendez pas? Si. Mais, ah, c'est moi qui ai baissé mon son. Donc, oui, Nadège l'a en particulier, l'a dit en particulier, quoi. Et puis aussi, Brit, c'est le fait de considérer que, on va dire que la sensibilité, dans un premier temps, elle s'oppose à la raison kantienne, c'est-à-dire on établit par la raison, par le principe, que tout être humain est égal et a droit à la liberté. Donc ça, c'est un principe de raison. Et
Et Lévinas va poser ce principe dans un rapport à la vulnérabilité parce que derrière la vulnérabilité, il y a la sensibilité. Et avec la sensibilité, le fait que nous sommes intrinsèquement interdépendants les uns avec les autres. Et à partir de là, on va dire au-delà de la raison, il y a quelque chose qui nous fonde dans notre rapport à l'autre, qui est la sensibilité et donc la vulnérabilité. La vulnérabilité parce que par la sensibilité, nous dépendons les uns des autres, tout simplement, dans un rapport à l'autre. Enfin, moi, et voilà, pour le coup, enfin, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça demande de refonder l'éthique, non pas sur des principes de la raison, mais sur des principes du sensible. C'est-à-dire, comment par les choix que je fais, comment je redéfinis mon rapport à l'autre. Et si ce rapport est un rapport à la raison, eh bien, peut-être que je ne suis pas éthique. Je suis peut-être raisonnable, mais je ne suis pas dans l'éthique. C'est pour ça que Christian m'a fait rire, parce qu'il dit qu'il faut couper les tripes, pendre avec les tripes des ingénieurs. Bon, c'est une expression, mais voilà, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus dans un rapport à l'autre, en fait. Et dans ce moment où on n'est plus dans un rapport à l'autre, bah, peut-être qu'on est dans une raison calculante, je ne sais pas, après ce sont des questions. Mais donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais pour faire le lien avec la question que posait Laurence, par exemple, en démocratie, le principe qui fait raison, c'est la majorité. On va dire c'est un nombre, ce n'est pas tellement le rapport à l'autre. Et donc, toutes les minorités sont exclues. Et donc, c'est de la négation de l'autre. Alors, et peut-être que si on devait refonder la démocratie sur un rapport au sensible, bah, ça demanderait de reconsidérer ce rapport à l'autre et non pas simplement à la majorité. Ou un autre exemple, dans l'entreprise, là, l'État va donner je ne sais combien de millions à Renault sans aucune condition. Et Renault, on sait que Renault va se restructurer, il ne va pas penser sa logique de restructuration dans un rapport à la vulnérabilité, mais dans un rapport de profit, quoi, tout simplement. C'est tout. Merci René. Britt? Vas-y. Oui, tout à fait. Toutes les minorités seraient exclues si on s'en tenait simplement aux chiffres, à la performance, à la rentabilité, aux algorithmes. Alors, on voit aujourd'hui que on doit faire attention, on doit inclure non seulement les minorités, mais aussi les corps. Les corps sont importants. Et là, je ne pense pas aux corps musclés dans les centres de fitness, mais notre corps sensible. Et inclure les minorités, c'est ça qui fait changer les sociétés aussi. Hein. Par exemple, prenons le dernier exemple qui est dans l'actualité et qui nous a ébranlés tous sûrement quand on a vu les images de cette attaque du policier qui étouffe un noir parce qu'il est noir et parce que pour lui, on peut l'étouffer, quoi. C'est du racisme pur et sous tous les camarades, on l'a vu. Et là, ce que ça déclenche, c'est quand même l'empathie. C'est quand même cette vulnérabilité d'un être humain qui, à cause de sa peau, est jugé de cette façon-là, c'est-à-dire à éliminer. Ça fait descendre dans les rues les majorités. Je pense que c'est presque des majorités, en tout cas beaucoup de monde. Et cette explosion de colère par rapport à ça, ça prouve que très souvent, les changements viennent de la marge, viennent de ce genre de fait qui peut déclencher une révolte
C'est pas une révolution, c'est une révolte. Et ça peut aller loin. Voilà, merci. Merci. Je sais pas, je me permets de jouer l'avocat du diable. Et puis Frédéric, si j'ai pas été assez clair, tu peux réinsister parce que c'est pas toujours facile d'être clair. Mais donc je me fais l'avocat du diable. C'est si moi je revendique ma vulnérabilité, je veux dire, ne va-t-on pas construire une société où les vulnérables se font concurrence? On a vu un peu cette théorie de la compétition des victimes. C'est-à-dire, moi, je suis plus victime que les autres. Donc, voilà, un libéral va dire ça. Je veux dire, alors, qu'est-ce qu'on oppose à cet argument-là? Oui, Nadège. Je n'ai pas de réponse à ta question, mais je me suis dit qu'on n'a pas tellement parlé d'un autre aspect qui, comment on pourrait dire, qui gravite autour de la vulnérabilité. On a évoqué l'altérité, mais c'est aussi l'autonomie qui va donc ensemble. Et dans les sciences sociales, donc, il y a par exemple la définition de l'autonomie qui serait d'une part la capacité à avoir des désirs et des valeurs et d'autre part la capacité à traduire dans les actes ses désirs et ses valeurs. Et donc par la suite, le problème c'est quand il y a le déficit quelque part. Comment est-ce que on gère, comment la société, elle gère. Tout à l'heure, tu as évoqué les transports publics. Si, comme dans le temps, il y a 50 ans, les transports publics ne sont pas équipés pour les handicapés, ils ne peuvent pas être autonomes d'une certaine manière, par exemple. Il y aurait un danger que je crois qu'on a quand même connu aussi dans les soins, que l'aide qui est là pour atténuer les déficits pourrait s'arroger le droit de décider jusqu'à où l'autonomie de la personne vulnérable peut être limitée. Et je crois que ce que tu as évoqué avec finalement qui c'est qui est vulnérable ou qui ne l'est pas, c'est peut-être en effet, Niki l'a dit, un certain renversement, un autre regard sur le fonctionnement. Et je crois, là je suis optimiste parce que quand même, si on compare il y a 50 ans, ou si on regarde la place, ce que vous avez appelé des minorités dans la société, et là je prends par exemple les personnes handicapées mentalement, ou bien elle a énormément changé, hein, je ne sais pas, en 50, peut-être en 40 ans. Oui. Alors, Christian? Oui, je veux dire deux choses. D'abord, il existe des lois pour protéger les personnes vulnérables. Les personnes, disons, âgées, mais pas que âgées d'ailleurs, à partir, même quand ils sont majeurs ou à tout âge de la vie, bon, il y a des gens qui font de la dépression, qui savent pas gérer leur argent, qui font un peu n'importe quoi. Donc, on peut faire agir un juge et qui peut mettre ces personnes-là sous tutelle ou curatelle, soit par des membres de la famille,
soit par des associations dont c'est le but de gérer les personnes vulnérables. Voilà. Il y a aussi deux choses, depuis, disons, 10-15 ans, dans les entreprises, il y a des maladies qui apparaissent comme le burn-out et le bore-out. Donc, burn-out, c'est quand on se met trop, on prend trop son travail à cœur, on travaille de trop, on veut que ce soit bien, le soir, la nuit, on amène son ordinateur chez soi jusqu'au moment où on pète les câbles et on tombe en burn-out. Ou le bore-out, c'est en fait c'est l'inverse, c'est la personne qui est mise de côté, quoi, qu'on met dans un placard, qui au bout d'un moment, elle se pose des questions, elle dit mais qu'est-ce que je fais, pourquoi, etc., etc., etc. Alors effectivement, il y a quelqu'un qui a dit ses collègues pourraient s'en occuper un peu, mais le problème aujourd'hui, c'est que dans les entreprises, les collègues, ils sont mis en compétition, les employés sont en compétition entre eux, donc ils ne veulent pas défendre de leur collègues de bureau vis-à-vis de leur patron parce qu'ils risquent d'être mal vus par le patron parce qu'ils dépendent de leurs collègues et ça risque de jouer sur leur carrière. Donc c'est pas simple, rien n'est simple malheureusement. Et alors on peut prendre en charge ces gens-là dans des collectivités où il y a moins de problème de rentabilité, disons, c'est ça le problème des entreprises, c'est la rentabilité. On n'a pas le temps de s'occuper de quelqu'un qui est pas bien. Il faut faire le boulot, quoi. Alors que dans les collectivités, dans une mairie, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. Parfois, ça devient. Dans les hôpitaux, c'est devenu aussi un objectif qu'un hôpital soit rentable, que les lits coûtent tant, qu'on doit faire tant d'opérations, un tel montant, etc. Donc, il y a même des chirurgiens qui font des burn-out. On en a vu à Foch, qui est trop sollicité et fait des burn-out. Enfin bon, moi je suis surpris parce que j'ai quitté le monde du travail il y a 15 ans, maintenant 12 ans, oui 10-12 ans. Et j'entendais pas parler de burn-out à l'époque. Mais j'ai gardé des contacts avec les anciens collègues. Et quand je demande des nouvelles d'un tel, il est en burn-out. Il est en burn-out. Il rentre de burn-out. C'est dingue. Bon, excusez-moi, j'arrête là. Non, on voit les limites de notre système là. René, à toi. C'est à moi. Donc, je peut-être, par rapport à ce qu'a dit Nadège, par rapport à l'autonomie, c'est vrai que c'est un concept qui est intéressant, de même que celui de la responsabilité et la capacité là, d'Amartya Sen. C'est-à-dire que donc, le rapport à la responsabilité, à l'autonomie, c'est si moi je suis décideur, alors je le suis, je dirais, dans mon quotidien et après mes décisions ont des répercussions selon si je suis responsable ou de personnes ou d'une entreprise ou d'une activité, enfin voilà. Et la question qui peut se poser si j'intègre le concept de vulnérabilité, c'est avec la décision que je prends, quelle place je laisse à l'autre pour pouvoir acquérir de l'autonomie, pour pouvoir se penser lui-même, et non pas comment je l'écarte ou du système, ou comment je l'ostracise, ou comment je le mets à part, ou comment je l'exclus. Ce qui est un peu le phénomène un peu extrême dans lequel notre société est arrivée, en ce sens où elle crée de la discrimination, et on exclut les gens du travail. Enfin, on est dans des sociétés qui créent comme ça de l'exclusion. Alors, dans des sociétés qui revendiquent, enfin, où la valeur de la vulnérabilité serait revendiquée, l'idée, ce serait quel monde je crée à mon prochain par les choix que je fais. Pour le coup, c'est des sociétés qui créent de l'interaction, qui revendiquent l'interaction.
Donc, par rapport à la capacité, c'est-à-dire si on est dans des sociétés qui comptent du nombre, parce que c'est un peu le problème, c'est-à-dire dès qu'il y a du nombre, eh bien, notre sensibilité est diminuée au profit du rapport au nombre. Et donc, le concept de capacité là, peut être intéressant, c'est-à-dire si je prends telle action par rapport à la société, comment je fais en sorte que tout le monde en bénéficie ou de quelle manière ça va affecter les gens de sorte qu'ils ne soient pas, qu'ils puissent encore réagir et exprimer soit de l'autonomie, soit plus de liberté, soit en tout cas ne pas être mis sur l'ornière de la société et être encore des acteurs de la société. Voilà, donc c'est tout. C'était pour rajouter cet élément-là. Merci, René. Oui, je voudrais juste savoir si, est-ce que c'est possible de définir, de trouver un mot. Moi, j'aime beaucoup le mot interaction parce que ça joue quand même sur les différents tableaux vulnérabilité et puis le renversement, l'échange, l'adaptation. Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait définir une éthique nouvelle pour ça? Comment pourrait-on donner ce mot-là? Quelle serait Humanité. Humanité, par exemple, ouais. Humanité, oui. Ouais, c'est simple, c'est tellement vrai. Enfin, c'est humanité. Voilà. Frédéric? Je me demandais si ce qu'on est en train de faire actuellement n'est pas une tentative de rationaliser la sensibilité, ou de rationaliser la vulnérabilité. Et donc, le propos de Lévinas me paraît exactement dans cette veine, c'est-à-dire comment peut-on rationaliser des affects, grosso modo, et comment peut-on prendre en compte dans une vision globale rationnelle des affects. Alors, Christian a dit tout à l'heure que le monde du chiffre est un monde qui vit à côté de la sensibilité. Hein, il en a conclu qu'il fallait pendre les comptables avec les tripes des ingénieurs. Mais le problème, c'est que les ingénieurs sont des gens rationnels, a priori, c'est même la base de leur métier. Et là, on est confronté à quelqu'un qui est éminemment rationnel, hein, avec ce texte, et qui cherche à rationaliser la sensibilité et la vulnérabilité. Donc, dire rapidement qu'il faut simplement pendre les comptables avec les tripes des ingénieurs, alors si ça n'affecte que les ingénieurs et les comptables, on peut peut-être l'accepter, mais par contre, faudrait-il pendre aussi Lévinas avec les tripes des ingénieurs? Bon. Alors, oui. Qui souhaiterait intervenir? Nathalie, tu as quelque chose à nous dire? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, d'accord. Merci. René? Oui, non, c'est intéressant, je dirais, les renversements de perspective. C'est-à-dire, quand on... Voilà, est-ce que c'est rationaliser ou est-ce que c'est rendre intelligible? Donc, rationaliser, c'est faire des rations, je veux dire, étymologiquement parlant. Non, c'est vrai, c'est faire des rations. Et donc, c'est penser de manière mathématique. Alors que rendre intelligible, pour le coup, c'est prendre en considération une représentation, là c'est un terme que tu connais, et de manière à le rendre intelligible. Et pour le coup, on doit naviguer entre quelque chose qu'on rend intelligible et dont on se représente la sensibilité. Alors là, il peut y avoir des décalages, mais c'est un exercice auquel on essaie de se prêter, en fait, et qui n'est pas évident. Merci René. Christian Belbès.
Oui, bien sûr, je voudrais sauver Lévinas de la vindicte de Frédéric. En fait, il nous parle quand même. Alors, tout ce qu'a dit Frédéric, il m'a très bien compris. Mais voilà, Lévinas nous parle d'éthique. Et donc, c'est ça qui le sauverait. C'est là que le tribunal que je préside lui donnerait grâce, car en fait, bien sûr, il essaie de mesurer l'immesurable, et en ça, c'est une erreur fondamentale. Mais derrière, il nous reparle de quelque chose qui ne se mesure pas, qui est l'éthique. Et donc, finalement, il gagne à 2 contre 1 avec 2 qui ne se mesurent pas, et voilà. Donc, c'est là que ça commence à redevenir humain, on va dire. Merci. Britt? Ah oui, j'ai été. Ça y est? Oui, oui. J'ai été frappée par cette question. Peut-on rationaliser les affects? Alors, j'ai jamais entendu une question pareille. Franchement, oui, moi je dirais on peut. Parce que au lieu de faire un monde d'exclusion, comme nous sommes en train de le faire avec la concurrence, la performance, l'évaluation, etc., etc., avec la recherche qui va à volo, et les malades ou les malades dans les EHPAD avec, n'est-ce pas? Ça, on l'a vu aussi. Au lieu de ça, on pourrait peut-être construire en incluant les marges de la société, en construisant un monde d'inclusion davantage. Et je pense aussi avec ça à la bataille que certains philosophes convoquent, c'est la bataille pour les communs. Les communs, les hôpitaux, à commencer avec les hôpitaux. Les hôpitaux, ça nous concerne tous, nous les hommes, l'humain et les malades. Et la recherche, l'eau, la bataille de l'eau, ça va bientôt commencer parce que au train où on détruit notre planète, ça va commencer à manquer. L'air, les écosystèmes en général. Voilà. Je veux dire, c'est un monde où on prend soin de non seulement de la terre que nous habitons et qui, elle n'est pas interchangeable, c'est la seule que nous avons, et puis en même temps des fragilités de cette société-là. Merci. Frédéric? Christian, l'autre Christian, cette fois, avait cité tout à l'heure la loi sur les travailleurs handicapés dans les entreprises, qui font qu'effectivement, d'abord, ça ne concerne que les grandes entreprises. Je ne sais pas, au-delà, je crois que c'est 250 personnes ou 100 personnes, ou enfin un certain nombre de personnes, peut-être 50 personnes. Bon, donc des entreprises peut-être pas si grandes. Et effectivement, un certain nombre d'entreprises font un calcul d'optimisation financière. Qu'est-ce qui vaut mieux, embaucher des handicapés ou payer des charges supplémentaires finalement? Parce que pour eux, ça revient, ça se calcule comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est dans cette tentative de rationaliser l'éthique, il me semble que cette loi fait bien partie de cette définition. C'est-à-dire que cette loi qui impose aux entreprises de prendre en charge les handicapés est une loi, donc quelque chose qui relève de la raison, de la rationalité, et qui a quand même pour but de s'occuper de quelque chose qui relève de l'éthique, et qui relève, en l'occurrence, de la vulnérabilité. Donc c'est pour ça que je ne sais pas s'il y a un renversement de société à faire, ou si c'est une transition progressive de société à faire. C'est-à-dire ça a déjà commencé, et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre et jusqu'où? Merci Frédéric. René? Oui, mais je crois que là, pour le coup, ça pose un problème. C'est-à-dire, suffit-il de proposer des aides
pour compenser les vulnérabilités. Et je crois que c'est pour ça que le concept est plus complexe que ça pris dans sa philosophie en elle-même. Et je vois Nadège répondait à Niki en faisant référence à Corinne Pelluchon qui parle d'éthique de la considération. Et dans les compensations qui sont données, je veux dire, dans quelle mesure servent-elles ou sont-elles de la prise de considération ou sont-elles ce qu'on appelait à l'époque de l'achat de la paix sociale, c'est-à-dire voilà. Et voilà, et c'est clair qu'il y aurait des raccourcis à ne pas prendre et ils sont facilement pris quand on prend des décisions, enfin surtout au niveau politique. Alors moi pour le coup, je pensais quasiment à une autre question, c'était le concept de Lévinas vient-il à temps dans une société post-industrialisée, c'est-à-dire qui a la capacité ou qui peut penser la prise en considération d'autrui, parce que précisément c'est à la suite de la Seconde Guerre mondiale qu'il a pensé à ce concept, voyant que les guerres étaient dues juste précisément à l'idéologie technocratique, quoi, en fait, raciale et technocratique, c'est-à-dire le rapport à la raison qui domine tout, en fait. Et alors, je dis ça parce que si, dès le départ, c'est-à-dire si à l'origine, on n'avait pris en compte que le concept de vulnérabilité, aurions-nous fait des efforts de dépassement? Serions-nous allés vers le progrès? Non pas que je veuille absolument idéaliser le progrès, mais voilà, est-ce que, on va dire, ce concept bien corrigé, un excès de raison, mais il ne fait pas une totalité en lui-même. Et on doit embrasser, je dirais, avec des concepts comme ça, l'idée d'une complexité dans laquelle il s'insère, quoi. Mais je ne vais pas en rajouter. Merci, On arrive aussi à la fin de nos... Oui, on arrive gentiment au bout de notre séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaiteraient encore intervenir? Oui. Quand on a eu le débat avec Bruno, on a parlé de la dignité. Et je me souviens comme il a insisté sur le fait que la dignité ne peut pas être partagée. On a en naissant, un enfant a une dignité, on la perd seulement si on la perd avec la mort. Et je me disais que la vulnérabilité va quelque part aussi, ou bien la reconnaissance de la vulnérabilité de l'autre va aussi avec la reconnaissance de la dignité de l'autre. Et par expérience, je sais que dans les hôpitaux ou bien dans les maisons de retraite, ça n'allait pas toujours de soi. On a évoqué tout à l'heure les burn-out. Là aussi, finalement, la personne qui se trouve soit dépassée, soit harcelée, et puis par là même, elle n'arrive pas à survivre dans un collectif, et quelque part aussi en train de, dans ses yeux peut-être, perdre sa dignité. Et je crois que quand on évoque la raison, quand on évoque les affects, en effet, ce qu'on essaye de faire ou ce qu'on aimerait faire, puisque Britta rappelait à plusieurs reprises que pour le moment, nous sommes dans une société qui vire vers une société ultralibérale, si on n'y prend pas, si on ne fait pas attention. Et je me dis que
dans une société, il faut véritablement faire attention à l'autre. J'étais frappée par Christian qui a dit à plusieurs reprises, donc Christian B, parce que je n'ai pas retenu votre nom, excusez-moi, vous avez parlé des vulnérables comme des autres. Or, je crois que peut-être c'est aussi ça, un apprentissage à faire, c'est-à-dire de prendre conscience que nous sommes vulnérables. Pas au même niveau, pas avec la même densité. Brigitte l'a noté tout à l'heure, on peut dépasser en quelque chose qui nous arrive, un accident de la vie, etc. Mais je connaissais très mal Lévinas, mais je trouvais que c'est beau de dire, mais je me reconnais à travers le visage de l'autre. Je simplifie, ça c'est clair. Je trouve que c'est ça, que finalement, si nous reconnaissons pas en tant que des humains, la société va à sa perte, à mon avis. On ressent, voilà, on ne peut reconnaître la vulnérabilité de l'autre si on l'a déjà ressenti soi-même, d'accord. Non, ouais, c'est intéressant. Merci Nadège pour cette dernière parole. Voilà, moi je sais que c'est un truc qui m'a touché, quoi, qui m'a aidé à repenser les choses autrement et de penser le rapport à l'autre à partir du ressenti et non plus à partir de principes, en fait. Tous les cas, pas seulement à partir de principes.